Oui, la relation qu'on a, moi et Robert, au début du processus de création, et pour le ring, il a été assez particulier, c'est-à-dire on a fait des premières rencontres où ni lui ni moi avions une idée précise de où on voulait aller. La seule chose qu'on avait en commun, la seule idée qu'on avait en commun lors de notre première rencontre, la toute première rencontre qu'on a faite, je me rappelle, c'est qu'il était à Vancouver, c'était de la volonté d'avoir un dispositif qui sera le dispositif pour raconter l'histoire globale du ring. Et non pas l'aborder comme souvent le ring est abordé par opéra. Souvent, Rheingold est travaillé est conçu seul, comme une entité. Ensuite, les autres, Walküre, Siegfried et Götterdämmerung aussi. Donc, on se retrouve à avoir 4 opéras qui souvent peuvent avoir un style un peu différent ou une évolution. Bon. Nous, on s'était donné comme idée, comme défi, comme envie, d'avoir un dispositif qui était le même, du début de Rheingold jusqu'à la fin de Götterdämmerung. C'était le seul, disons, le seul point de départ qu'on avait tous les deux à ce moment-là, au début du processus. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle de toutes sortes de choses et à la fin, on parle peu du ring. Parce qu'on parle de nos influences, on parle de nos intérêts, de ce qu'on a vu, de ce qui nous stimule, non? Des idées que l'on voit et nos inspirations, nos stimulations, faites par d'autres artistes ou peu importe dans quel contexte, des choses qui nous stimulent. Donc, à la fin, c'est beaucoup plus de ça dont on parle que de l'œuvre en tant que telle au départ. Parce qu'on cherche le langage, on cherche la forme qu'on peut donner au spectacle pour appuyer cette histoire-là. Parce que le ring est une histoire continue, en fait, non? C'est 16 heures de spectacle, 16 heures d'histoire racontée. Ça a été séparé en 4 opéras, mais en réalité, c'est la même histoire qui se poursuit du début à la fin. Donc, on avait cette volonté-là d'avoir un dispositif qui permet de raconter l'ensemble de l'histoire. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'il est ce dispositif-là? C'est plus complexe à trouver que cette idée de départ-là, d'avoir le même dispositif du début à la fin. Et je me rappellerai toujours du point de départ de ce concept-là qui est arrivé lors de cette rencontre où Robert me parlait d'une scénographie que j'ai faite lorsque j'étais étudiant au conservatoire. Et il y avait un élément qui l'avait marqué dans ce dispositif-là que j'avais conçu, qui était une espèce de mouvement, un déplacement d'un grillage qui se déplaçait comme ça. C'était très simple, en fait. Mais lui, il était resté avec l'idée de ce mouvement-là, l'impression de ce mouvement-là que ça lui avait fait quand il avait vu le spectacle, et ça l'avait marqué. Et là, lors de cette réunion-là, il me parlait de ça. Il me disait, il y a quelque chose dans ce que tu avais fait à l'époque qui raconte bien, qui utilise bien l'espace, qui est un bon langage pour transiter d'un espace à un autre, d'un état à un autre. Donc, on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce que c'était ce que j'avais fait il y a si longtemps. Et on en est arrivé à cette idée de poutre qui se déplace, et qui bouge, qui monte et qui descend. Et là, on s'est mis à voir toutes sortes d'images et d'idées basées sur ce simple principe-là de structure qui se déplace sur une rotation. Et on a arrêté rapidement cette rencontre-là parce qu'on a senti toutes les deux qu'on avait
mis le doigt sur quelque chose de très intéressant qui pourrait servir notre idée d'avoir un dispositif qui raconte l'ensemble de l'histoire. Alors, on a arrêté la réunion et je suis allé acheter des matériaux de construction, des cartons et de la colle, des bâtons, un peu d'outils pour construire une première maquette dans l'hôtel où on travaillait et pour avoir quelque chose de concret pour parler, lui et moi. Donc, on a rapidement, avec très peu de moyens que j'ai pu trouver au coin de la rue, de matériaux pour construire une première maquette. Et là, on a commencé à faire du brainstorming autour de cette idée-là. Et ça s'est développé, ça a été le tout début, c'était la naissance de ce concept-là. Et après, ça a pris évidemment 4 ans à développer tout ça, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est passé. Oui, tout à fait. Je pense que le rapport entre Elsineur et les 7 branches de la rivière Otta va dans le même sens un peu que le ring. C'est-à-dire que c'est effectivement un peu la scénographie masque qui joue son rôle, non? Une scénographie complètement transformable sous les yeux du public, qui devient le reflet d'un personnage, qui devient un lieu, qui devient une émotion même quelquefois, qui devient un lieu onirique, non pas nécessairement réaliste, mais qui exprime quelque chose plus qu'il le décrit. Donc dans ce sens-là, oui, je comprends bien ce concept de masque scénographie que j'aime bien. Et effectivement, Elseneur était beaucoup dans le même langage que de Ring des Nibelungen, c'est vrai. La scénographie des 7 branches de la rivière Otta avait un peu de cet aspect-là. Pour moi, c'est quand même d'un autre ordre, moins, comment dire, plus naturaliste déjà comme scénographie, en transformation constante, le même dispositif pour 7 heures de spectacle, aussi c'est les mêmes parallèles. On pouvait se transporter de l'intérieur à l'extérieur de la maison en un simple mouvement, très rapidement. Donc c'est le même langage, encore une fois, de transformation de la scène à vue. Et donc aussi du masque. Oui, tout à fait. Alors, vous préférez parler des dispositifs technologiques, des scénographies ou de machinerie? Je préfère parler de scénographie en mouvement. Pour moi, la machinerie, c'est quelque chose qui a une connotation un peu négative dans le sens que lorsqu'on parle de machinerie, je vois beaucoup la difficulté la machine qui travaille fort et qui est lourde. Et, bon, c'est le sentiment que moi j'ai face à cette nomenclature, mais c'est pour ça que je préfère parler de scénographie en mouvement, parce que pour moi, c'est beaucoup plus la transformation de l'espace que la scénographie en mouvement permet, que la machine permet. C'est de transformer l'espace. Le langage de poétique que peut avoir un mouvement sur la scène. Et la machine, lorsque conceptuellement la scénographie ou le mouvement en question est bien calibré, est bien utilisé, est bien conçu, et surtout qu'il est bien utilisé sur scène, bien manipulé, bien en osmose entre les techniciens qui la manipulent et les acteurs qui sont avec, qui travaillent avec. Quand tout ça est en osmose, la machine disparaît. Et c'est pour ça que j'aime mieux parler de scénographie en mouvement que de machine. Parce que j'aime quand la machine n'est plus là, quand on ne la sent plus, quand on oublie que ce qui nous donne une image est extrêmement lourd, est extrêmement mécanisé et peut être très complexe.
Alors, c'est quand on oublie tout ça que la magie fonctionne et que le travail est réussi, à mon avis. Tout à fait. Pour moi, Elseneur reste un projet majeur dans toutes mes créations. C'est un des premiers projets que j'ai fait avec Robert. C'est un projet effectivement extrêmement audacieux. Audacieux pour plein de raisons. Audacieux pour la complexité de cette conception-là, la complexité, le niveau technique que demande une telle scénographie et le peu d'expérience qu'on avait à l'époque pour faire un projet de cette envergure. C'était extrêmement complexe techniquement. On n'avait peut-être pas tous les atouts pour faire un truc comme celui-là. J'imagine qu'aujourd'hui, si quelqu'un me proposerait de faire Elseneur comme on l'a fait sans que je sache qu'est-ce qui s'est passé, je dirais probablement non. Je dirais probablement que c'est un peu fou comme projet et que c'est trop complexe. Mais on était jeunes, avec beaucoup de volonté, et on a réussi à faire, à mon avis, un bijou de scénographie, de spectacle. Et j'en suis très fier, en fait, de ce projet-là. Il y a eu énormément de défis techniques dans ça qui ont été laborieux à résoudre. Ça a pris beaucoup de temps. Quelquefois, même, on perd un peu la confiance qu'on va y arriver. Après quelques années d'efforts, on a finalement, je pense, atteint un niveau avec le spectacle qui était vraiment ce dont on rêvait au départ. Mais ça a pris plusieurs années en tournée pour arriver à résoudre tous les problèmes et que la machine, enfin, danse avec le comédien et arrête d'être une machine et devient un poème presque, devient un acteur avec l'acteur qui était en scène à ce moment-là. Mais ça a pris beaucoup de temps et d'efforts. Bon, il y a beaucoup de points dans cette question-là. La première chose, la première version des Aiguilles et l'Opium, je n'ai pas participé à ce projet-là. J'étais encore à l'école quand Robert a fait la première version des Aiguilles et l'Opium. Je l'ai vu en tant qu'étudiant. J'avais été d'ailleurs extrêmement impressionné par ce théâtre de Robert à l'époque. Ensuite, plusieurs années après, quand Robert m'a proposé de refaire les Aiguilles et l'Opium, il m'a proposé un projet très particulier. Parce qu'il m'a dit, j'aimerais ça refaire les Aiguilles et l'Opium et j'aimerais ça refaire Elseneur. Donc, il m'a dit, j'ai deux projets. J'ai un projet à Moscou et j'ai un projet d'un acteur qui me demande de refaire un projet qu'on avait déjà fait avant, qui était les Aiguilles et l'Opium. Marc Labrèche avait demandé à Robert si il ne pourrait pas refaire les Aiguilles et l'Opium, qu'il avait adoré et qu'il aurait bien aimé retourner sur les planches pour continuer ce projet-là. Et Robert, comme il a l'habitude de se renouveler à chaque fois, a dit « D'accord, mais on ne refait pas la même chose. Donc, on refait les Aiguilles et l'Opium, mais c'est une nouvelle production. On ouvre le texte, et on retravaille tout. On retravaille le concept du spectacle, on retravaille la production, mais on retravaille aussi le texte. On ne réécrit pas le texte, mais on le retravaille un peu. On améliore les trucs que Robert trouvait peut-être à ce moment-là moins intéressants qu'il le trouvait à l'époque et une évolution normale de sa pensée. Donc, quand il m'a proposé ça, il m'a dit, à Moscou, le Théâtre des Nations de Moscou me propose de faire un projet aussi, et j'ai pensé faire Hamlet, donc Elseneur. Mais il ne voulait pas non plus refaire Elseneur, il voulait faire un one-man show, Hamlet, mais comme on l'avait déjà fait quelques années auparavant, on avait fait Elseneur, et il s'est dit, peut-être qu'on pourrait partir d'Elseneur, de ce qu'on avait fait, au moins le texte, partir de là, et de faire une nouvelle production, qui était aussi un solo. Et il m'a dit, on fait les deux projets en parallèle, avec le même concept. Et il m'a dit, cette fois-ci, je t'impose le concept de base.
Parce que lui, il avait travaillé au Dramaten Theater plusieurs années auparavant. Il avait fait Le Songe de Strindberg, là-bas, avec la compagnie, avec les acteurs en résidence. Et il avait fait une scénographie qui était très intéressante, qui était le cube qui tourne, qu'on a sur les aiguilles et la pium. Alors, il m'a dit, moi, quand j'ai fait le spectacle au Dramaten, j'ai eu l'impression que je n'avais pas été au fond des choses. J'avais proposé ce concept-là du cube qui tourne et je n'avais pas réussi, dans le cadre d'un théâtre institutionnel, de travailler librement pour explorer tout le potentiel d'une scénographie comme celle-là. Alors, il m'a dit, j'aimerais bien que tu prennes cette scénographie-là de base, ce concept de base d'un cube qui tourne, un coin de mur qui tourne, et que tu l'explores, et en pensant à Elseneur, en pensant aux aiguilles et la pium, et que tu me proposes quelque chose d'autre, que tu me proposes une nouvelle utilisation de ce principe, adapté à ces deux œuvres-là. Et c'est un projet qu'on a mené en parallèle, c'est-à-dire qu'on faisait les deux spectacles en même temps. Donc, dans le même calendrier, on avait des étapes de création, des étapes de prototypage, des tests, des essais, la construction, les répétitions, tout ça était placé au calendrier en parallèle. Donc, c'était très intéressant pour moi de faire ce travail-là. Je n'ai pas eu à créer le concept de base cette fois-ci, mais c'est un concept que j'avais vu en répétition à Stockholm, au Dramaten Theater, que j'étais, je l'avoue, un peu jaloux de ne pas travailler sur ce spectacle-là avec une scénographie comme celle-là que je trouvais vraiment intéressante. Et donc, quand Robert m'a proposé de poursuivre l'exploration de cette scénographie-là, j'étais enchanté parce que c'est vraiment une idée très intéressante. Donc, j'ai embarqué à pieds joints dans sa proposition et j'ai étudié qu'est-ce que voulait dire ce mouvement-là, ce langage-là, du cube qui tourne, et je lui ai proposé deux façons différentes dans l'utilisation et dans le visuel aussi. Dans la façon de l'utiliser, dans la façon de créer les tableaux. Et voilà, donc c'était un processus rapide. On a fait ça dans un délai d'1 an. Donc c'est un projet quand même assez complexe pour le faire dans une seule année, mais comme la matière, on la connaissait déjà, donc deux textes qu'on connaît bien, deux projets qu'on connaissait bien, toutes les deux. Un principe de base déjà trouvé. On n'a pas à dédier dans le calendrier un temps à la conception de base pour trouver un dispositif. Le dispositif, on sait c'est quoi déjà. C'est un cube. Donc, en partant de là, on sauve une étape dans le processus de création. Donc, tout ça nous permettait de penser qu'en une année, on était capable de produire ces deux spectacles-là à un intervalle les deux premières étaient un intervalle de 2 mois et demi ou 3 mois, quelque chose comme ça. C'était très rapproché. Donc, c'était une aventure assez intéressante. Oui. Le même cube a été utilisé pour Elsineur, nouvelle version. Vous avez dû changer beaucoup de choses et à votre avis, qu'est-ce qui a été perdu et qu'est-ce que vous avez gagné dans ce changement et quelle scène a été sacrifiée et laquelle a été améliorée par rapport à l'original? C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui a été perdu. En fait, je pense que le fait d'avoir fait les deux projets, comme je disais tout à l'heure, en parallèle, ça a permis justement de ne pas devoir faire trop de choix douloureux au moment où on trouve plein d'idées qu'on peut faire avec un objet comme ce cube-là qui tourne. Évidemment, on l'explore. Premièrement virtuellement, avec des maquettes, on l'explore ensuite en prototype, et on explore son langage. Et on trouve plein de clés, plein d'images qui permettent de raconter des trucs au spectacle, de créer des images et de raconter quelque chose dans l'histoire. Et c'est une exploration qu'on fait librement, c'est-à-dire qu'on fait, évidemment, on a notre texte, on a notre histoire, on sait les scènes qu'on doit faire, on sait les lieux précis qu'on doit
qu'on doit présenter, qu'on doit faire comprendre au public. Des lieux autant réalistes qu'onériques, on les connaît, on sait qu'est-ce qu'on devra trouver comme image. Mais on se donne la liberté d'explorer aussi l'objet, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que cet objet-là peut nous dire, sans avoir le poids de trouver les images. C'est-à-dire qu'on essaie de faire abstraction de ces images-là qu'on connaît, qu'on doit trouver, et on explore seulement la matière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et là, on trouve toutes sortes d'utilisations, toutes sortes de langages, et on prend bien note de tout ça, évidemment. Et après, on prend notre œuvre et on voit comment on peut l'appliquer, à quel moment on peut appliquer telle idée, telle image qu'on a trouvée, qui était très intéressante, qu'on a trouvée en travaillant avec la matière. Et on dit, ah, à ce moment-ci, quand il faut faire la scène de l'avion, par exemple, avec Cocteau, on pourrait utiliser cette image qu'on a trouvée avec un acrobate qu'on a essayé, bon, et ça fait parfaitement, ça sert parfaitement le propos, ça appuie le propos et ça aide à la compréhension. Donc, on utilise cette exploration-là pour la parsemer, disons, dans ces spectacles-là. Donc, ça nous a permis, en ayant 2 spectacles, d'utiliser la plupart des images qu'on avait trouvées dans le langage de cette scénographie-là. Il y en a qu'on a laissé tomber, bien sûr, mais il y en a une en particulier qui, moi, me tenait à cœur, qu'on a laissé tomber, qui était pour une image pour Hamlet, pour Hamlet Collage, avec des échelles et tout ça. C'était une image très complexe à faire, qui était très onirique, qui était très intéressante. Mais pour toutes sortes de raisons, on a décidé de l'abandonner parce que c'est très complexe à emboîter des fois et bon, pour des raisons... Pour un paquet de raisons différentes, on doit faire des choix à un moment donné et certaines images, on les abandonne. Mais en général, la plupart des images qu'on a trouvées à faire avec cette scénographie-là nous ont servi dans un des 2 spectacles. Oui, effectivement, étrangement, on a décidé d'utiliser un dispositif unique pour raconter l'histoire. Le ring, habituellement, la façon que Wagner a écrit le ring est absolument cinématographique. C'est extrêmement difficile de rendre sur scène tout ce que demande Wagner dans son œuvre. C'est vraiment écrit pour le cinéma. Sur scène, il y a beaucoup d'effets que Wagner propose, qu'il décrit, qui sont rarement faits, en fait, sur scène, parce qu'ils sont trop difficiles, tout simplement. Les Reines Maiden qui nagent sous l'eau, et des exemples comme ça, il y en a constamment pendant le spectacle. Donc, ce dispositif, ce qu'on a découvert en cours de route, à force de travailler avec et de le développer, c'est qu'il avait cette faculté de pouvoir raconter plein de moments qui habituellement ne le sont pas, lorsqu'on le fait d'une façon un peu plus traditionnelle au niveau de la scénographie, c'est-à-dire où on a un décor par acte. Et à chaque acte, on change de décor. Donc, on a 3 ou 4 décors par spectacle, qui sont les lieux principaux proposés par acte, non? Mais avec une scénographie qui est transformable, comme celle qu'on a fait, on était parfaitement en mesure de créer de nouveaux lieux pendant le même acte, de transformer le lieu et de se transporter ailleurs et de montrer des images qui sont impossibles normalement à montrer. Je donne un exemple lorsque Wotan descend chez les Nibelungen. La descente chez les Nibelungen, on n'a jamais vu sur scène. Enfin, du moins dans tous les opéras du ring que moi j'ai pu voir dans la documentation, c'est une scène qui n'a jamais été faite. Le dispositif nous permettait d'illustrer cette idée. Évidemment, c'est une idée un peu ludique de la descente de Wotan chez les Nibelungen. Mais visuellement, on est capable de voir
va-t'en physiquement descendre un escalier pendant le temps que la musique le permet pour nous transporter à ce nouveau lieu, qui est donc qui devient une transition qui normalement est un changement de décor, où on passe d'un acte à un autre, où donc on passe du lieu des dieux au lieu des Nibelungen. Nous, on a le chemin entre les deux principaux lieux, qui est le monde des dieux vers le monde souterrain. Donc on était capable d'illustrer ce moment-là. Donc cette scénographie-là, tout d'un coup, nous permettait d'illustrer plein de moments qui est impossible à faire sans une scénographie de ce type-là, qui est transformable, qui est modelable. Même chose avec la première image du spectacle, qui est fantastique, à mon avis, les premières notes de musique, la première note de musique de l'opéra, qui est la création du monde, où tout d'un coup la scénographie se met à onduler, et c'est l'inondation, c'est le monde qui... Et tout d'un coup, l'eau, l'inondation est complète, la scénographie se transforme en un lieu sous-marin. Donc on peut passer d'une vue de l'océan à une vue sous-marine transformée sous les yeux du public. Donc ça amène des images qui sont impossibles à faire sinon. Donc c'est le grand avantage d'une scénographie comme celle-là, et ça nous permet de créer beaucoup plus de tableaux en réalité que Wagner le propose dans son découpage du spectacle. En fait, il propose toutes sortes d'idées, toutes sortes d'images, mais lui-même, quand il l'a créé avec les outils de son époque, avec les technologies de son époque, et il a dû même créer un théâtre pour arriver à ses fins. Et je pense que, humblement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de traduire le plus fidèlement possible ce que Wagner voulait faire. Nous, c'était un truc qui était pour nous absolument important, d'essayer que chaque moment que Wagner décrit, qu'on essaie au moins d'avoir une image, d'avoir quelque chose qui vient appuyer ce que Wagner voulait nous montrer. Et je pense que la scénographie l'a bien servi. Évidemment, ça demande une machinerie extrêmement complexe. Faire un dispositif comme celui-là, ça a son lot de complications, ça a son lot de difficultés. Mais moi, je suis très content. À mon avis, je pense qu'on a réussi à atteindre une certaine poésie avec cette scénographie-là et les mouvements qu'elle nous permet de faire pour bien raconter l'histoire du ring. Après, il y a des gens qui s'ennuient du réalisme, peut-être, oui. J'admets qu'on n'est pas dans un théâtre réaliste à ce moment-là, dans une scénographie naturaliste, comme on dit plutôt. Oui, c'est une scénographie réaliste. On propose des images où on comprend très bien où on est. La vidéo, la part de la vidéo et la vidéo interactive viennent très bien compléter la proposition scénographique physique pour proposer, pour appuyer toutes ces images-là et tous ces lieux-là qu'on doit survoler et toutes ces images qu'on doit créer. Donc la combinaison de mouvements, la combinaison de la forme, des formes qu'on peut arriver à créer, de l'image, de l'interactivité de cette image avec les chanteurs, les acrobates, tout ça devient une chose, tout ça devient une image complète. Comment a été généré ces mouvements-là, mécaniquement ou manuellement? Et s'il y a un mécanisme souterrain, s'il est computérisé, comment les organes Because I didn't understand from the documentary. I have an idea, but... Mm-hmm. Oui, c'est intéressant, c'est une question intéressante. C'est un mélange de beaucoup de techniques, en fait, différentes techniques, des techniques extrêmement sophistiquées et des techniques extrêmement simples et traditionnelles.
Donc, c'est un mélange très intéressant de nouvelles technologies et de traditions théâtrales du 18e siècle. Donc, on travaille avec les deux tours de chaque côté nous permettent d'élever un axe de rotation hydrauliquement, parce que cette scénographie-là pèse plusieurs tonnes. Donc, ça prend des moteurs hydrauliques pour permettre de soulever une charge aussi grande. Donc, les deux tours qui sont là sont des guides, en fait. C'est comme un rail qui permet de soulever ce grand axe de rotation. Et aussi de faire une rotation sur l'axe. Donc, cet axe-là, central, qui est le cœur de la scénographie, a deux mouvements, principalement une translation verticale, hydraulique, et une rotation, aussi hydraulique. Ça, c'est ce qui est mécanisé. C'est où on utilise la force mécanique de moteur. C'est le seul endroit. Tout le reste est manuel. En fait, sauf une chose qui sont des freins sur chacune des poutres qui sont attachées autour de cet axe-là. Donc, c'est des poutres qui tournent librement, comme un roulement à billes. Le même principe qu'un roulement à billes, sauf qu'il y a une poutre qui est attachée sur le roulement à billes. Donc, cette poutre peut tourner librement. Je l'ai dessinée de façon à ce qu'elle soit délibérément calibrée au niveau du poids pour qu'on puisse contrôler par gravité de quel côté elle va basculer par gravité. Donc, on l'a débalancé, la poutre, pour pouvoir contrôler son mouvement. Donc, et si cette poutre-là, elle est que libre autour de l'axe, elle va donc toujours tomber et toujours revenir dans une position qui est sa position naturelle. Donc, pour pouvoir créer des formes avec chacune de ces poutres-là, on a dû faire un système de freinage qui, lui, est pneumatique et qui est programmé. Donc, sur chacune des 24 poutres, il y a un système de frein pneumatique qu'on a un contrôle programmable sur ce système-là. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet, par exemple, d'avoir, comme au tout début, la scène à plat, de la soulever sans que les poutres se mettent à tourner. Ils sont tous freinés. Donc, on peut la soulever. On peut tourner les 24 poutres en même temps par le système hydraulique. On peut revenir au sol, déposer le devant des poutres au sol. On libère les freins. Et maintenant, ils sont activés par la gravité. Et maintenant, si je lève l'axe, il y aura une rotation naturelle par gravité parce que la poutre est appuyée au sol et je lève son axe. Donc, il y a un mouvement initié par le mouvement vertical et un mouvement de rotation gravitationnelle qui est initié par le mouvement vertical. Donc, on utilise cette force, qui est une force de la nature, la gravité, pour créer certains tableaux parce que, par exemple, l'escalier, le fameux escalier, est créé de cette façon-là. On applique une élévation verticale sur la structure et on libère graduellement chacun des freins à des temps différents. Donc, chaque poutre est libérée à un temps différent, donc elle crée une image en escalier. Et ensuite, on réapplique les freins. Donc, on ouvre le frein une seconde et on le referme. Donc, ça permet à chaque poutre d'avoir un degré différent de l'autre d'à côté. Donc, comme ça, on peut arriver à créer toutes sortes d'images. On combine à ça un autre élément. Donc, on a la gravité, on a l'hydraulique et on a la manipulation par main, par les techniciens, par l'arrière, avec des cordes, tout simplement, comme on fait dans le théâtre traditionnel. On va manipuler des objets de scénographie en manipulant des cordages, des poulies. On utilise même un système ancien pour faire les vagues dans le théâtre du 18e siècle, où on avait les images d'océans peintes sur des rouleaux en spirale qu'on installait au fond du décor, et quand on les mettait en marche, ça donnait l'illusion ou l'impression des vagues de la mer, donc une perspective sur la mer. Donc moi, j'ai utilisé ce principe-là appliqué à des cordes attachées sur chacune des poutres, appliquer cette spirale-là pour créer un mouvement d'ondulation dans toute la scénographie pour créer le mouvement de vague du début de
de Rheingold. Donc, tous les techniques sont des outils qui nous servent. On utilise autant la technologie que les outils traditionnels qui sont à notre disposition. Tout est valable. Dès que ça sert au langage qu'on cherche, c'est valable. Donc, les moteurs, l'hydraulique ou le manuel, les techniques anciennes de théâtre sont aussi valables l'une que l'autre. Oui, les techniques d'interactivité vidéo, qu'on appelle, ce sont des techniques qu'on utilise de plus en plus. C'était clair, je pense, au départ, autant pour Robert que pour moi, que sans qu'on se le dise, je pense que ça allait de soi qu'on allait utiliser ces moyens-là de technologie pour appuyer nos tableaux, pour appuyer le propos et pour créer ces différentes images-là, ces différents espaces, ces différentes images. L'interactivité vidéo, oui, elle est très complexe. La lumière aussi devient très complexe dans l'utilisation de vidéo, mais que le public comprenne la complexité d'un système de capteurs, de la musique pour faire réagir des oiseaux, pour faire réagir des objets, des images dans la vidéo, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'image soit bien intégrée à l'image, j'entends l'image vidéo, qu'elle soit bien intégrée à l'image globale qu'on veut faire. Donc, et qu'elle soit bien en lien avec la musique, qu'elle soit bien en lien avec les chanteurs, les acteurs et les acrobates qui sont sur scène. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des technologies de captation de mouvement sur scène ou des microphones qui captent le son pour transformer l'image. C'est aussi, ça donne à la vidéo, à l'image vidéo, une vie qui est différente à chaque soir. C'est du live, c'est plus vivant qu'un truc qu'on aura préenregistré et qu'on présente, qui est moins en lien avec ce qui se passe directement sur scène, avec ce qui est vivant sur scène. Et aussi, ça nous permet d'avoir, par exemple, la projection sur la scénographie en mouvement. La projection est habituellement faite sur un écran statique. Dès qu'on met cet écran en mouvement dans la projection, l'image glisse sur l'écran et elle se distorsionne et elle se déforme. Donc, il fallait qu'on utilise des moyens technologiques comme des capteurs de mouvement pour pouvoir avoir une image projetée sur la scénographie comme si elle était peinte, même si c'est une image vidéo. Alors, dès qu'on disloque la scénographie, l'image qui est projetée sur une des poutres suit la poutre. Et elle reste collée à la poutre, comme si elle était peinte. Elle ne va pas glisser parce que l'écran, tout d'un coup, s'en va. La projection, elle reste là. Donc, l'image glisse normalement sur l'écran. Si on n'a pas de système relié à la scénographie et relié aux ordinateurs qui font la projection vidéo. Donc, il y a tout un système assez complexe qui est, en fait, à la base assez simple, qui est d'avoir une modélisation virtuelle de la scénographie qui est dans les ordinateurs. Donc, on a la scénographie modélisée virtuellement en 3D dans un programme sur lequel on applique des textures. Ces textures-là sont du vidéo, en fait, et sur le modèle virtuel, évidemment, il suit parce qu'il n'y a pas de projecteur. C'est une image qu'on appelle mappée dans le langage, dans le jargon professionnel. L'image est mappée sur l'objet virtuel et il suit l'objet virtuel dans l'ordinateur. Donc, on utilise cette technique-là et on la connecte sur la réalité, sur la scénographie sur scène. Donc, on a des capteurs qui détectent le mouvement de la scénographie et c'est ces mouvements-là qui sont en direct sur scène, faits par les techniciens, qui font bouger le modèle virtuel dans l'ordinateur. Et l'ordinateur envoie ce qu'elle voit dans l'écran sur la scénographie. Donc, c'est une espèce de boucle. C'est un langage un peu complexe, mais
c'est ce qui permet d'avoir des images qui sont collées à la scénographie et qui ne se déforment pas lorsqu'on bouge la scénographie. Et ça ouvre un champ d'utilisation et de possibilités très large pour utiliser une scénographie en mouvement, en combinaison avec la vidéo pour amplifier son utilisation. Oui. Oui, Gordon Craig, pour moi, était une des premières inspirations. Pour moi, il est un artiste important dans ma démarche. Lorsque j'étais étudiant, du moins, il me fascinait énormément son travail que je pouvais voir dans les livres. Et ça m'a bousculé, en fait, de voir de découvrir qu'on pouvait, avec la scénographie, faire ces choses qu'il a fait, et d'avoir ce langage sur scène, pour moi, était un truc très révélateur. Aujourd'hui, tout ça est dans un inconscient. Je pense pas beaucoup à ces travaux au moment de créer le ring. Mais certainement, c'est dans l'inconscient et ça fait partie de l'inspiration, j'en suis sûr, ouais, parce que ça a été pour moi, c'est un travail très important pour le scénographe.